Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, Enedis Industrie se lance dans une démarche de co-construction inédite. On en parle avec le directeur de la performance et membre du directoire d'Enedis. Il est notre invité. Smart Philo, un peu à l'image d'un proche, d'un intime. Connaît-on vraiment son entreprise? On en parle avec le philosophe Thibaut Brière dans notre rubrique Smart Philo. Le cercle RH sous forme de grand entretien aujourd'hui avec Yves Verrier, le secrétaire général de Force ouvrière. L'actualité est riche, le pouvoir d'achat, la pénurie d'emploi, le télétravail, la crise Covid et puis l'entreprise se transforme et les syndicats. Dans tout ça, on lui posera toutes ces questions et il est notre invité. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, la mission laïque française, un réseau d'écoles partout dans le monde qui contribue au rayonnement de la France. Plus de 200 postes ouverts pour l'année 2022-2023. Voilà le programme, tout de suite, bien dans son job. Digreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain. Bien dans son job et cette semaine en partenariat avec le Next Gen Summit, c'est à la Défense pour parler des entreprises qui se transforment, qui inventent le monde du travail de demain. Et nous allons parler d'un projet innovant. Ça se passe chez Enedis. Tout le monde connaît évidemment cette marque. Et nous sommes avec Hervé Champenois au téléphone. Bonjour Hervé. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Dans cette période d'enjeux très forts pour le réseau de distribution électrique et en particulier pour nous, Enedis. Évidemment. Directeur de la performance et membre du directoire d'Enedis. J'aimerais qu'on évoque ensemble ce projet effectivement incroyable, Enedis Industrie Société 2020-2025. Est-ce que, si je veux résumer, vous vous êtes dit, c'est finalement des projets stratégiques à long terme qui engagent l'entreprise et on ne peut pas faire sans les collaborateurs. Est-ce que c'est ça un peu l'esprit ? Oui, c'est ça l'idée, d'essayer d'embarquer le maximum de personnes, embarquer avec de l'enthousiasme, et même au-delà des gens qui composent l'entreprise, des parties prenantes externes. Oui. Comment vous avez fonctionné? Comment est née cette idée? Et puis ensuite, j'ai vu qu'il y avait quand même un travail à la fois où il fallait écouter les salariés, vous leur posiez des questions. C'était un travail assez titanesque en termes de méthodologie d'abord. Alors, quand on le replace sur les derniers mois que l'on a vécu, le lancement de ce projet qui a été initié par Marianne Legnaud, notre présidente, s'inscrit juste après le premier confinement, qui avait mis largement à contribution l'ensemble de nos salariés. Et donc l'idée est venue de faire une large consultation qui a associé plus d'un salarié sur deux et qui ont permis de réaliser 180 000 contributions à leur niveau. Donc commençons par là, par une appropriation des enjeux de l'entreprise et aussi du lien avec leur quotidien. On a également réalisé des interviews, plus de 2500 interviews de parties prenantes externes, allant de collectivités, de partenaires industriels, de clients, d'associations aussi, qui ont aussi apporté 20 000 contributions. Ça fait 200 000 contributions remontantes en fait pour construire ce projet. Parlons aussi de ces 9000 collaborateurs d'Enedis qui, eux, ont exploré finalement ce retour d'expérience lors d'ateliers. Ça veut dire que l'idée, c'était aussi de travailler dans le collaboratif. C'est ça l'esprit aussi. Oui, exactement. C'est après ces contributions, donc ce travail de remontée, c'est comment toute cette matière, on la travaille. Et là, l'idée a été de construire, de faire des ateliers d'appropriation sur l'ensemble de l'entreprise, en tout point du territoire. Et ces ateliers ont été organisés sur près de 3 mois. Et comme ça, chaque entité a pu construire, émettre
et réaliser des propositions. Juste un tout petit mot, parce qu'après je vous demanderai évidemment pourquoi vous avez choisi de vous engager au Next Gen Summit qui est à la Défense, rappelons-le toute la semaine. Précisons qu'il y a 25 collaborateurs qui sont tirés au sort, alors eux ne sont pas sur la base du volontariat, on les tire au sort, et 3 fois par an ils se réunissent. Pourquoi ? Pour donner un petit peu la situation de l'évolution du projet, c'est quoi l'idée ? L'idée c'est au-delà, j'allais dire, des institutions que l'on peut avoir d'une entreprise, de comités, etc., c'est de traverser ça et d'avoir des témoignages du vécu, en fait, du vécu du terrain, des salariés qui finalement sont très souvent au plus près de l'action, en contact direct avec les clients, en contact direct avec les territoires, et c'est de confronter cette réalité de leur quotidien à la construction du projet, parce que même s'il a été très collaboratif, il y a des choses qui peuvent évoluer dans le temps, et donc c'est d'avoir ce témoignage, et puis cette, j'allais dire, mise à l'épreuve de la réalité de la vie du terrain, de l'entreprise au fil du temps. Juste avant de nous quitter, le projet, la philosophie du projet, c'est quoi ? C'est de faire d'Enedis l'entreprise préférée, l'entreprise en tout cas énergétique la préférée des Français. C'est ça l'idée, c'est que tous les acteurs, tous les collaborateurs au plus près soient finalement les ambassadeurs de la marque ? Oui, exactement. Donc cette méthode inédite permet déjà une grande appropriation, aussi un grand engagement, une grande application. Et ça, bien sûr, les gens comprenant le sens, ayant participé à cette construction, le portent, le vivent au plus près de leur contact dans les territoires pour effectivement servir cette ambition d'être un service public préféré pour la transition écologique en matière d'électricité. Ça, c'est ce que vous êtes finalement, j'imagine, vous, Enedis, et ses représentants venus dire au Next Gen, c'est-à-dire que dans une structure aussi grosse que celle d'Enedis, on peut faire du collaboratif et on peut engager les collaborateurs. C'était ça le message. Oui, c'est ça le défi de se dire, malgré la grosse organisation que nous sommes, avoir du collaboratif, de la construction ensemble au profit de notre environnement. Merci Hervé Champenois d'être venu nous rendre visite par téléphone, et on le déplore évidemment. Venez nous voir en présentiel dès que vous le pouvez évidemment, pour suivre un peu l'évolution de ce projet. Directeur de la performance et membre du directoire d'Enedis, pour faire que les électriciens soient les électriciens préférés des Français. Voilà l'objectif philosophique qui se décline évidemment sur le terrain. Merci de nous avoir rendu visite. Bien, tout de suite, c'est Smart et Philo. Et nous accueillons Thibaut Brière. Smart Philo est avec nous, Thibaut Brière. Bonjour Thibaut. Bonjour Arnaud. Conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail et auteur d'un livre qui vient de sortir chez Robert Laffont, Toxic Management. Vous nous en avez longuement parlé sur le plateau. On va rester un peu dans l'esprit de l'entreprise, finalement un petit peu dans l'esprit de votre livre. Avec cette question, est-ce qu'on peut connaître vraiment son entreprise ? Je me permets de cette métaphore ou ce lien. Souvent, on le dit, des êtres humains. On est parfois proche de personnes, on vit même parfois avec elles, et puis on se dit, finalement, je ne la connaissais pas. Est-ce que c'est un peu pareil avec une entreprise ? C'est compliqué de savoir qui est vraiment son entreprise. Alors pour une part oui, pour une part non. La grande différence quand même avec une personne, c'est que la personne, elle, c'est un infini de liberté. Et donc vous n'aurez jamais fini d'en faire le tour. Par définition, ça, une personne. Ça, c'est bon signe. Ça veut dire, voilà. Exactement. Même la personne que vous pensez comprendre le plus, en fait, vous ne la connaîtrez jamais. Et la philosophie, justement, traditionnellement, opère une distinction entre connaître et comprendre. Parce que vous pouvez comprendre quelque chose, mais de manière erronée. Vous l'avez compris, vous en avez proposé une interprétation. C'est trop tard. Mais cette interprétation, exactement, ça peut être trop tard. Elle est partielle, elle est partiale, elle est limitée. Et vous prétendez la connaître, mais vous ne pourrez jamais, en fait, la connaître vraiment. Ceux qui sont censés mieux la connaître, pour commencer par travailler en étage, c'est quand même les collaborateurs, c'est quand même les salariés. C'est eux qui, quand même, sont censés pouvoir parler le mieux ou le plus mal, d'ailleurs, de leur entreprise. Oui et non, cher Arnaud. Et vous êtes vraiment un philosophe, hein, Thibaut. Oui, mais on va finir sur le non plutôt. Vous voyez, là, il y aura quand même une conclusion ferme. C'est-à-dire que les salariés, ils vont regarder leur entreprise avec leur propre prisme. C'est-à-dire avec les attentes qui sont les leurs, qui ne vont pas être les mêmes attentes que celles des actionnaires, qui ne vont pas être les mêmes attentes que celles des dirigeants de l'entreprise, de sorte qu'ils auront eux aussi un regard partiel et éventuellement partial. En tout cas, ce sera leur point de vue qui va s'exprimer.
qui nécessite du coup d'être complété, croisé par le regard d'autres acteurs. Donc les salariés sont pas au bon poste pour vraiment savoir quelle est leur entreprise? Si, un peu quand même. Oui. Un peu tout de même. Bien sûr, complètement, enfin un peu. Et les mieux placés pour savoir la réalité de l'entreprise, dans le service où ils sont, voire même dans le poste où ils sont, c'est naturellement eux qui sont les mieux placés. En revanche, les mieux placés pour connaître la stratégie de l'entreprise, les intentions cachées, etc., tout ce qu'il y a derrière les apparences, derrière les chiffres qui sont présentés, derrière les discours managériaux qui sont présentés, peut-être ne sont-ils pas les mieux placés. Quand même, c'est vrai qu'on peut travailler dans un service, citons Danone, n'importe quelle entreprise d'ailleurs. J'y suis depuis 20 ans, je travaille dans le même service. Est-ce pour autant que l'on peut dire que l'on connaît son entreprise? On connaît le service dans lequel on évolue, on connaît un peu l'environnement, mais c'est des entreprises mastodontiques. Est-ce qu'on peut dire qu'on connaît Danone? Eh bien, selon moi, justement, non. En tout cas, sans autre précision, ce serait une erreur, en tout cas une extrapolation abusive. Récemment, Arnaud, vous en parliez lors d'une dernière émission, Éric Collen a publié un livre sur Michelin, révélant une sorte de face cachée de Michelin sur les méthodes managériales très dures, parfois manipulatoires, qu'il a observé, lui, dans un service de SI, système d'information de 200 personnes, et ensuite dans un service client. Mais lui, l'entreprise Michelin pourrait très bien lui rétorquer « Écoutez, cher monsieur, je comprends qu'il y a des managers toxiques. » Et de fait, Florent Ménégo a engagé, il y a quelques mois, une action contre les différents managers toxiques dans l'entreprise. Et donc, ce n'est pas parce que vous, depuis le prisme qui est le vôtre, depuis les années qui sont les vôtres passées dans l'entreprise, vous avez eu cette vision que elle exprime la réalité de notre entreprise. C'est un moment ou un morceau de la réalité, mais c'est pas le tableau entier finalement. C'est ce que vous dites. Exactement. Est-ce que le chercheur, alors qu'il lui est de l'extérieur, mais on va l'autoriser à rentrer dans les chiffres, à poser des questions, à faire de la sociologie peut-être, est-ce que le chercheur est le plus à même ou le plus armé pour lui justement avoir le panorama général de l'entreprise ou Eh bien justement, pas plus. Pas plus en fait que le salarié, parce que le salarié, lui, il est de l'intérieur, c'est un insider qui peut ensuite justement révéler ce qu'il a vu de l'intérieur. Le chercheur, lui, c'est quelqu'un de l'extérieur qui, généralement, va faire passer, je ne sais pas, une dizaine d'entretiens semi-directifs, qui va aller observer des situations de travail pendant des dizaines d'heures, mais il n'aura toujours qu'un regard extérieur. C'est-à-dire que ce que veut vraiment les personnes de l'interne, ils n'y ont pas accès. Parce que eux ne sont pas justement de l'intérieur, ne sont pas managés avec une carotte et un bâton, etc. Et donc, pour affiner sa connaissance de l'entreprise, ou d'une organisation d'ailleurs plus largement, il faut croiser le regard, je crois, de l'interne, d'insiders, et le regard de personnes extérieures. Juste un mot, on va parler aussi des journalistes qui jouent un rôle, parce qu'il y a aussi sur certaines affaires des journalistes d'investigation qui mènent des enquêtes, qui donnent la parole aux salariés, ce qui est aussi un autre prisme. Mais est-ce qu'on est en mesure de véritablement pouvoir décrire l'entreprise dans son prisme le plus large? C'est très compliqué finalement quand je vous entends. On a des morceaux, on a des axes, on a différentes facettes, mais est-ce qu'on arrive à reconstituer la globalité de l'entreprise? On peut approcher de l'objet entreprise, mais il est très difficile, voire impossible, parfaitement impossible, selon moi, de dire telle entreprise, elle est comme ça. On peut en proposer, je le dirais, des interprétations plus ou moins cohérentes avec la réalité des observations, du vécu des collaborateurs, mais c'est très difficile donc de pouvoir prétendre la connaître. En revanche, ce qui, selon moi, enfin, ce qui renforce la difficulté de les connaître, c'est que les entreprises, de plus en plus, cherchent à être des espaces d'opacité. C'est-à-dire qu'elles organisent le fait de ne pas être connues. Je prends en exemple la loi de 2018 sur le secret des affaires. L'entreprise a étendu le champ de ce qu'il n'est pas possible de dire sur elle. Par exemple, si ce que vous allez dire sur elle risque de lui causer un préjudice économique, eh bien écoutez, cher monsieur, vous irez voir ailleurs. Et donc c'est le statut de la critique qui est là vraiment posé. Parce qu'on le voit bien, lorsque les doctorants vont étudier une entreprise, eh bien si le résultat de leur thèse semble favorable à l'entreprise va dire effectivement vous pouvez ne pas anonymiser. En revanche, si les résultats de ce que le chercheur dit, l'entreprise va dire eh bien écoutez, vous allez anonymiser de sorte que du point de vue du public extérieur, nous n'aurons pas connaissance de ces critiques. C'est intéressant parce que vous dites qu'on organise l'opacité de l'entreprise, en tout cas dans certaines entreprises, et en même temps la stratégie de communication, c'est de dire que tout est transparent et qu'on peut tout voir. C'est assez troublant ce rapport-là. C'est assez troublant, effectivement, tant et si bien que l'on peut se demander si finalement on ne poserait pas le mot là où la réalité manque. C'est-à-dire qu'on ne ferait pas une surenchère à la transparence, précisément pour, parfois,
masquer une entreprise en fait de dissimulation en fait des réalités internes, et une autre technique de dissimulation classique, c'est lorsqu'il y a des scandales sexuels en interne, lorsqu'il y a des délits, voire même des crimes en entreprise, eh bien écoutez, on va acheter tout ça. On va faire une rupture conventionnelle dans laquelle on indemnise. Et finalement, moi, il m'a toujours paru extrêmement étonnant le fait que, semble être légal en droit français, le fait de monnayer une liberté fondamentale comme la liberté d'expression. Précisons que dans cette rupture conventionnelle, il y a des articles précis qui indiquent qu'on ne pourra pas communiquer sur l'affaire, qu'en cas de communication, on risque évidemment des pénalités, parfois même le non-versement du reste de l'indemnité. Oui. Enfin, la pression est forte pour celui qui signe cela. Oui, et qu'on ne pourra pas témoigner contre l'entreprise en plus. Ça me paraît fascinant. Alors que, précisément, une entreprise qui se voudrait ouverte à la transparence, Arnaud, c'est pas simplement que la transparence soit faite sur ce qu'il y a de positif, de socialement valorisant pour elle, mais c'est également s'ouvrir à ce qu'il peut y avoir de critiquable sur ses propres manières de faire, et si elle n'affiche pas, si elle ne s'expose pas aussi sur ce qu'il peut y avoir de critiquable chez elle, comment voulez-vous qu'elle progresse par les critiques? Pour conclure, en fait, vous nous dites quand même qu'il est excessivement compliqué d'avoir le panorama complet d'une entreprise, tant parce que souvent elles sont immenses et mastodontiques, et aussi parce qu'elles ne le souhaitent pas tout simplement. Oui, c'est cela. Il y a une volonté de ne pas dévoiler ses coulisses. Mais il y a quand même des gens dans l'entreprise qui savent tout, ou en fait ce sont des morceaux de vérité. Je ne crois pas justement qu'il y ait des personnes qui savent tout. Le salarié a vraiment son angle de vue dans quelques services qu'il se trouve. L'actionnaire a sa propre, évidemment, vision des choses. COMEX a la sienne, une vue très en hauteur. En revanche, ce que devrait faire, évidemment, un chercheur qu'il soit dans les sciences de gestion, qu'il soit en sociologie ou qu'il soit en philosophie, c'est naturellement croiser ces différentes sources, des témoignages d'insiders qui ne sont pas disqualifiés du fait d'être des insiders, et des témoignages de personnes extérieures, de chercheurs notamment, qui ne sont pas disqualifiés non plus du fait d'être extérieurs. Et de chiffres, et de chiffres, on a quand même des données chiffrées, de turnover, de départ, de mouvements, qui sont durs à avoir d'ailleurs. Exactement, c'est-à-dire que quand vous avez par exemple l'indicateur de turnover, encore faut-il savoir comment il est construit, et on sait très bien que d'une entreprise à l'autre, la manière même dont les chiffres, les indicateurs sont construits, diffèrent. Oui, parce que les indicateurs de turnover, ils disent beaucoup de choses de la réalité d'une entreprise. Hein. Ça dit beaucoup de choses, du bien-être au travail, de la qualité de vie au travail. Et j'en passe. Merci Thibaut Brière d'être venu nous rendre visite. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail et philosophe, vous l'aurez compris. Et ce livre qu'il faut lire, qui est le fruit d'une expérience personnelle, faut-il le rappeler, Toxic Management. Et il est sorti chez Robert Laffont. À très très bientôt de vous revoir sur le plateau. On fait une courte pause et on va accueillir dans le cercle RH le secrétaire général de Force Ouvrière. Oui, l'un des syndicats les plus importants en France. On parlera pouvoir d'achat, évidemment pénurie d'emploi, chômage, négociation, dialogue social, parce qu'il y a 57 branches actuellement qui sont en train de négocier des augmentations de salaire dans leurs branches, c'est pas rien. Et puis on parlera évidemment de tous les sujets d'actualité. Cette 5e vague Covid qui arrive, elle peut avoir un impact évidemment sur les entreprises. Et puis on parlera de ces émeutes en Guadeloupe qui ne concernent d'ailleurs pas exclusivement le droit ou pas de se vacciner, mais qui dépassent ce cadre-là, qui sont des mouvements sociaux. Et j'aimerais bien l'entendre dans quelques instants. Yves Verrier sera notre invité juste après cette courte pause. Le cercle RH aujourd'hui sous forme de grand entretien avec Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour Yves Verrier, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes déjà venu sur notre plateau dans le cadre d'un grand entretien. Là, il y a beaucoup d'actualités. C'est vrai que la 5e vague Covid, le télétravail, le dialogue social, on va en parler, le pouvoir d'achat et les négos de branche, parce qu'il se passe des choses, et vous avez des négociateurs FO qui négocient un certain nombre d'augmentations de salaire, et puis un débat autour de la pénurie d'emplois, presque 1 million d'emplois non pourvus, un taux de chômage qui baisse, et le gouvernement, c'était la une du Monde de ce week-end, en route vers le plein emploi. C'est la question qu'on vous posera dans quelques instants. Et puis on parlera aussi évidemment de la place des syndicats dans le mouvement social. Ça, c'est un sujet, je dirais, plus politique ou plus stratégique. Yves Verrier, commençons quand même sur cette 5e vague Covid, puisqu'on nous dit qu'elle est exponentielle, qu'à Noël, on risque d'avoir des difficultés dans les hôpitaux. Le télétravail n'est plus obligatoire depuis le 31 août. Les entreprises, à discrétion, décident d'organiser leur télétravail ou pas. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent qu'il faut
réimposer, là, maintenant, dès aujourd'hui, un télétravail obligatoire pour ceux qui le peuvent? Bonjour, d'abord. Déjà, bonjour, absolument. Écoutez, sur ce sujet, comme sur tous les sujets qui relèvent de prescription en matière de santé, le syndicat en tant que tel n'a pas de compétences particulières. Est-ce qu'il faut ou non porter un masque dans telle et telle circonstance? Est-ce que, rappelez-vous des débats, le masque protège-t-il ou non? Est-ce que c'est 1,50 m la bonne distance en termes de gestes barrières ou 2 mètres? Je ne sais pas. Là, on est à bonne distance, normalement. La question du vaccin, je ne suis pas, moi, en capacité de juger de telle ou telle efficacité de tel vaccin. Tout cela, comme le fait qu'à un moment donné, on pourrait considérer qu'il faut absolument élargir le télétravail, relève, de notre avis, de l'autorité scientifique et médicale. C'est à l'autorité scientifique et médicale de dire si aujourd'hui il est nécessaire, afin de se préserver de la propagation de l'épidémie, et donc de préserver la santé de tout un chacun et donc des salariés, d'élargir le recours au télétravail. Donc voilà, c'est comme cela que nous considérons que ça doit être décidé. On sait que le télétravail massif, y compris pour des raisons de santé, génère aussi des difficultés pour les salariés qui n'ont pas les conditions. Voilà. Donc c'est là-dessus que les autorités scientifiques doivent se pencher, s'exprimer. Et nous avons signé un accord en décembre 2020 sur le télétravail qui a pour vocation, en tout cas c'est ce que je cherchais à obtenir et ce que nous avons pu mettre sur pied dans un certain nombre de dispositions de cet accord, vocation à protéger les salariés dans le cadre de la mise en place du télétravail, du point de vue de leurs droits, droit à la déconnexion, conditions de travail, séparation vie privée et vie professionnelle, volontariat, capacité de revenir d'une position de télétravail effective à une dans position l'entreprise, de travail à l'entreprise, etc. Voilà. Non mais là, la situation sanitaire fait que peut-être faut-il réfléchir pour protéger les salariés, les isoler des espaces, des clusters possibles. Et là, les syndicats peuvent avoir leur point de vue. Enfin, j'imagine que vous n'allez pas subir cette décision. On va vous poser la question. Non, mais le dialogue social dans les branches ou dans les entreprises, si à tel ou tel endroit, dans la configuration particulière de l'organisation du travail, dans tel ou tel service, est-ce qu'on est confronté à de l'open office, l'open office, l'open space, qui disparaît doucement d'ailleurs. Ou est-ce qu'on est en bureau individuel? Est-ce qu'il y a beaucoup de trajets, transports en commun bondés ou pas, selon où on est? Il peut y avoir, de la part de nos délégués, des représentants du personnel, plus ou moins de prévention en incitant à élargir un peu plus le télétravail dans ces circonstances. Donc ça se discute, ça se négocie dans les entreprises ou au niveau des branches. Sur la philosophie, et on termine sur cette question, mais c'est un enjeu syndical aussi, parce que vous étiez à Dijon il y a quelques jours, vous avez dit on met le paquet sur les salariés, sur les salaires, on va en parler, et sur les jeunes. C'est compliqué quand on a des salariés en télétravail, parce que pour un délégué syndical, il ne les a pas à portée de main. La relation syndicale n'est pas du tout la même. Ça transforme même, non pas le dialogue social, mais la relation qu'on peut avoir avec les salariés, il faut le dire franchement. Absolument, c'était un des points durs de la négociation, l'accès aux dispositifs informatiques, donc les messageries professionnelles, ou les plateformes professionnelles, échanger, pour pouvoir garder le contact avec les salariés, à la fois dans le cadre de la mise en place du télétravail, mais y compris dans les périodes de pandémie, par exemple, ce qu'on a vécu, le confinement, le rester chez soi, qu'on garde le contact avec les salariés sur leur situation. Ce n'est pas simple. C'est pas simple pour les DRH et c'est compliqué pour les syndicalistes. Absolument. Parce que les salariés sont partis, ils sont sur leur lieu de vie, ou pas toujours d'ailleurs dans les lieux tiers, parce qu'on en a parlé dans cette émission. Et il faut faire très attention, nous on l'a constaté. Le principal attrait du télétravail pour les salariés, vous savez, c'est économiser du temps de transport. Et du carburant aussi pour certains. Oui, du carburant par voie de conséquence. Mais on sait aussi que l'isolement, a fortiori si on n'est pas dans un logement qui est suffisamment spacieux, équipé de telle manière à avoir un endroit où on peut s'isoler pour travailler, a fortiori, il ne faut pas oublier que si on est dans les circonstances d'un télétravail lié à l'expansion de la pandémie, on risque d'avoir aussi, il y a pas mal d'endroits où certaines classes sont fermées, beaucoup, demain peut-être un peu plus, donc les enfants dans le domicile, et c'est reparti. Dans ces conditions-là, c'est pas viable, on le sait, donc voilà, il faut y aller avec précaution et s'assurer que ça relève bien
de considération d'ordre sanitaire, c'est-à-dire sur la base de l'expertise sanitaire de la part des autorités scientifiques, des autorités médicales. Donc vous attendez une position claire du gouvernement à minima et des autorités scientifiques pour dire oui, effectivement, partons sur le télétravail. C'est ce que vous nous dites. C'est ce qu'on a fait en mars 2020. Tout le monde s'y est rendu, bien qu'à l'époque, on n'était pas du tout préparé. Le fameux télétravail dégradé. C'est le patron du MEDEF qui le dit ce matin. Alors il le dit très simplement, il dit oui, il va falloir augmenter les salaires pour tourner la page du télétravail. Il faut l'augmenter parce que l'année n'a jamais été aussi bonne, le taux de croissance est à plus de 6%. On a une relance économique, il dit oui, il faut augmenter les salaires. Alors après il revient, il met des bémols, il explique. Vous avez entendu probablement ou lu ces déclarations parce qu'il y a les taux de charge, il ne peut pas aller jusqu'à 10% dans la restauration. Qu'est-ce que vous dites, vous, le syndicat FO, aujourd'hui sur ce débat sur le pouvoir d'achat? Est-ce que oui ou non, vous considérez que les salariés sont mal payés ou plus assez payés eu égard aux augmentations d'énergie, d'alimentation, des mutuelles, enfin tout ce qui évidemment constitue des frais fixes et que les Français doivent payer? La question des salaires, depuis la fin de l'été, nous avions annoncé que pour nous, c'était une question qui était centrale à plusieurs titres. Elle est centrale d'abord par rapport à l'augmentation des prix. Vous l'avez rappelé, l'énergie, le carburant. Et de ce point de vue, nous regrettons que le gouvernement se soit limité à l'augmentation du SMIC qui a été anticipée du fait justement d'une inflation plus forte que... Et de la prime Macron, je m'autorise. Depuis longtemps. Oui, mais c'est limité à l'augmentation réglementaire du SMIC, là où nous pensions qu'il y avait besoin d'un coup de pouce. Pourquoi ? Parce que l'augmentation au 1er octobre de 2,2%, elle n'a fait que rattraper l'inflation des 12 mois écoulés. Pas suffisant. Or, on a l'hiver qui vient et l'augmentation du gaz, de l'électricité, c'est maintenant qui tape dans le portefeuille, quand il va falloir se chauffer. Les carburants, c'est maintenant. L'alimentation, l'été, a été plutôt en inflation aussi. Donc, on n'est pas au niveau de ce qu'il faut faire. Et on a vu que dans pas mal de professions, d'ailleurs, il y a une profession, on vient de signer un nouveau protocole hier pour les sages-femmes, où on va relever de 500 € en moyenne le salaire mensuel. 5 ans d'études et une année de médecine, il faut le préciser. Oui, et dans le secteur de la santé, on a réussi à obtenir une négociation qui a revalorisé. Qu'on a les 183 € net pour tous, plus des dispositions statutaires spécifiques, etc. Donc, on sait que dans le secteur de l'éducation nationale, on a un problème d'attractivité aussi qui est lié au salaire. On sait aussi l'hôpital public s'effondre. Beaucoup d'emplois, ceux de la deuxième ligne, ce que je dis, moi, les emplois confinés au bas salaire, qui sont souvent aussi à temps partiel, quand ils ne sont pas en contrat précaire, qui sont pourtant des emplois qu'on a dit clés, essentiels, soit de service à la personne, soit parce que la chaîne de l'alimentation, de l'approvisionnement, etc., qui sont dans des situations sans perspective d'évolution. Et nous appelons, j'avais dit, il fallait mettre la revalorisation de tous ces emplois au cœur du plan de relance. Ce sont des emplois non délocalisables. Bon, donc il y a une nécessité de regarder les salaires autrement. Mais vous êtes sur la même ligne que Geoffroy Roux de Bézieux, qui dit ce matin, il faut quand même que les salaires augmentent. Il y a une forme comme ça, une forme presque de décence à l'égard des salariés. Rentrons un peu dans les détails, parce que vous avez des négociateurs dans les branches. Vous avez des responsables, des représentants FO qui sont dans la négo. On en est où, là, dans ces 57 branches? On n'arrive pas à savoir, c'est très opaque. Non, quel secteur va augmenter? Où ça va monter? Est-ce que ça bloque? Comment ça se passe? Il y a des situations où ça bloque. Par exemple, vous parliez des hôtels, cafés, restaurants. Pour le moment, c'est pas dynamique. Bon, alors, c'est lié aussi au fait qu'il y a plusieurs branches. Il y a les gros et les petits, qui ne se comportent pas du côté du patronat, de la même manière, qui ne voient pas les artisans. Voilà. Et puis, les salariés qui attendent, là, pour le coup, et pour cause, parce que c'est CFO qui avait mis la question des métiers en tension en juillet 2020, lorsque le nouveau Premier ministre, à l'époque, M. Castex, venait d'être nommé et qui nous demandait notre avis sur qu'est-ce qu'on doit faire en termes de relance quand on va sortir de la crise sanitaire. Et c'est CFO qui avait amené la question des métiers en tension en disant, bon, écoutez, on a un problème d'emploi, il faudrait peut-être regarder pourquoi un certain nombre de métiers... Restauration, ça bloque, on est d'accord. Mais ils sont en tension, pourquoi? Bah oui. Salaire, trop bas, conditions de travail pas satisfaisantes et nature des emplois. Quand vous proposez à un salarié de prendre un boulot le vendredi soir, le samedi soir pour faire la plonge au SMIC avec quelques heures et que ça permet évidemment pas de boucler les fins de mois, il ne faut pas s'étonner
que ce type d'emploi ne soit pas attractif. Bon, donc il faut véritablement revaloriser le travail, la considération qu'on apporte au travail. Et ça passe par le salaire. On parle beaucoup de partage de la valeur et que c'est de sens aussi beaucoup. Ça passe de sens, mais le sens, vous savez, c'est la considération que la société porte sur tel ou tel emploi. Et c'est le salaire Quand aussi. je parle des emplois de service à la personne, ce sont souvent des emplois en bas de l'échelle des salaires. On a beaucoup parlé de la santé, je viens d'en parler un petit peu avec non le qualifié. Ségur. Peu qualifiés. Je ne suis pas sûr qu'ils soient non qualifiés. Ce sont des agents qui s'occupent de personnes. Mais c'est des métiers durs physiquement, des métiers durs psychologiquement. Et en horaire décalé. Les souvent. aides à domicile, par exemple, qui doivent se déplacer d'un patient à l'autre. Bref. Donc, ce sont des emplois qui doivent être repositionnés en haut de l'échelle des valeurs. La négo, il y a une négo sur la branche, donc de rémunération. Alors, ça négocie vous dans parlez cette... des négos. Eh oui. On a beaucoup de négos, donc ça coince par exemple dans les HCR. D'accord. En moyenne, en ce moment, ce qu'on signe, c'est des accords qui rattrapent l'inflation des 12 derniers mois. Donc on est à 2,5 en moyenne sur les accords qu'on arrive à signer dans les branches. Non, avec des clauses de revoyure, parce qu'on sait que ça ne va pas s'arrêter là, donc avec des clauses de revoyure. Mais les accords, c'est aux alentours de 2,5 qu'on arrive à signer dans les branches. Il y a un vrai problème aussi. Moi, c'est ce que je demande aussi, qu'on mette à plat tous les dispositifs d'aide publique aux entreprises, les exonérations de cotisations, les dispositifs pansement de pouvoir d'achat, tels que primes d'activité, indemnité inflation, etc. Parce que vous n'y croyez pas, ces primes qui viennent finalement... Ce sont des dispositifs qui sont des pansements temporaires, mais qui sont des formes de désincitation à la négociation. Parce que vous avez en face de vous des employeurs qui font le calcul entre ce que va coûter l'augmentation de salaire et ce qu'ils vont perdre en termes d'exonération ou d'aide publique s'ils dépassent tel ou tel seuil. Donc ça freine la négociation. Et quand on fait de la prime d'activité, eh bien, on se substitue à l'employeur par les fonds publics qui, du coup, n'ont pas la considération de la nécessité d'augmenter les salaires. Donc ça, il faut qu'on arrête avec ça, qu'on mette tout ça à plat et qu'on redonne sa place entière à une véritable négociation sincère sur la rémunération. Et que l'État ne se substitue pas au dialogue social ou aux négociations de branche qui ont lieu en ce moment. Juste un tout petit mot, parce qu'il vient évidemment faire écho au débat politique, puisque une grande partie de cette campagne présidentielle porte sur l'immigration, sur ses dangers. Je pense évidemment aux propos tenus par Éric Zemmour. Est-ce que vous ne dites pas l'inverse, vous? Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette pénurie d'emplois, vous dites, mais pourquoi on ne s'appuie pas sur cette main-d'œuvre étrangère? En partie, elle est ici, elle est en France, elle est souvent inoccupée, elle n'a pas le droit de faire des emplois, de travailler pour des raisons liées à leur statut de demandeur d'asile, en attente. Est-ce que c'est une des solutions? Est-ce que, pour prendre le contre-pied de ce qu'on entend aujourd'hui, les syndicats, vous, FO, vous dites, mais appuyons-nous sur cette main-d'œuvre, donnons-lui une chance? Alors, est-ce qu'il y a danger d'évoquer ce sujet? Parce que les syndicats regardent l'élection présidentielle. Oui, non, mais attendez. Nous ne voyons pas les travailleurs qui viennent de tel ou tel autre pays, qu'on appelle migrants, comme une valeur marchande. On les voit comme des hommes et des femmes. Vous savez, mais bien quand sûr. on quitte, oui, non, mais c'est très important parce que quand on quitte son pays, ses racines, son environnement, c'est un déchirement la plupart du temps, sauf l'émigration choisie, intellectuelle, artistique ou étudiante. Non, mais rappelez-vous de l'Allemagne. Vous vous souvenez de l'Allemagne? Oui, mais il ne faut pas oublier ça. Donc, nous ne sommes pas favorables à ce qu'on ait une politique migratoire qui soit dirigée vers la valeur marchande, parce que sinon, vous allez sélectionner celles et ceux que vous accueillerez en fonction de ce qu'ils valent économiquement. Ça n'est pas acceptable de notre point de vue. Sauf qu'une politique de quotas est proposée. Les quotas sont sur la table. Mais nous ne sommes pas d'accord. Les hommes et les femmes ne sont pas des quotas. Deuxièmement, il faut effectivement permettre à ceux qui résident dans notre pays de pouvoir travailler, d'accéder aux mêmes droits. On a eu tout un sujet sur le travail détaché en Europe, aux mêmes droits en termes de salaire, de protection sociale. Et contrairement à ce que véhiculent certaines thèses, nous n'avons et n'aurons jamais rien à voir avec celles et ceux qui font de l'étranger, du travailleur migrant, le bouc émissaire, faute d'apporter des solutions en matière de justice économique et de justice sociale. Ce qui nous paraît... Mais il y a une distinguo. Il y a le migrant, il y a la personne d'origine étrangère qui est française et qui travaille en France. Dans tous les cas, ce sont des hommes et des femmes. Et nous considérons que les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes droits. Ensuite, il y a des enjeux
qui sont liés aux raisons de la migration. Il y a des problèmes de développement économique, c'est pas nouveau. Il y a un sujet nouveau maintenant qui va s'accroître, c'est les conséquences de l'évolution du climat qui provoque d'ores et déjà des mouvements de population. Voilà. Donc, c'est des questions qui doivent être abordées, là, à une échelle beaucoup plus large. Mais, encore une fois, nous ne sommes pas de ceux ou celles qui divisent, séparent, discriminent les hommes et les femmes entre eux. Ce qui ne règle pas le débat de cette pénurie d'emploi. Comment vous la regardez, cette pénurie? On l'a évoqué, vous avez évoqué des salaires trop bas, des secteurs peu attractifs, des contrats trop courts, vous l'évoquiez. Il va dans le bon sens, le gouvernement, parce qu'il engage des choses. La plateforme Un jeune, une solution, on en parle beaucoup sur ce plateau, qui essaie de donner une chance d'alternance aux jeunes. Et ça marche, puisque ce site est visité. Il y a près de plus de 500 000 alternants qui ont souscrit, passant d'ailleurs par cette plateforme numérique. Comment vous regardez la politique du gouvernement en matière de jeunes? Puisque vous dites, nous, à FO, on met le paquet sur les jeunes. Ils vont assez loin, pas assez loin, alors, ça fonctionne? Il y a deux choses. Il y a les dispositifs qui ont été mis en place pendant la crise sanitaire, en particulier, qui avaient pour vocation, du fait que l'activité a été, sinon arrêtée, très ralentie, qui avaient pour vocation d'éviter que les jeunes qui seraient entrés normalement sur le marché de l'emploi, comme on dit, qui cherchaient un emploi, se retrouvaient coincés. Donc, le gouvernement a déployé massivement de l'aide publique à l'embauche, que ce soit sous forme d'alternance ou d'embauche directe, ou d'apprentissage ou d'embauche directe. Bon, il valait mieux cela que de laisser ces jeunes sur le carreau. Perdre un an. Cela étant, il faut voir ce que ça donnera de manière pérenne, parce qu'à un moment ou à un autre, les aides publiques vont cesser. Et le risque est que, si ce n'est cela, les nouveaux entrants se retrouvent, eux, à leur tour, sur le carreau. Deuxièmement, il y a un phénomène de vase communicant. On a vu le chômage de longue durée augmenter, et en particulier pour les plus anciens, les seniors, parce que les entreprises, là où elles ont été aidées pour embaucher des jeunes, ont moins recruté ou gardé de plus anciens. Hein, ça, vous dites qu'il y a un phénomène de vase communicant? Oui, et d'ailleurs, c'est un des soucis quand on nous dit que l'emploi va mieux. On voit bien que la baisse du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, c'est-à-dire sans activité du tout, est pour partie compensée. Alors, je ne dis pas que c'est à l'égal, mais on voit une augmentation de la catégorie D, c'est-à-dire des demandeurs d'emploi en formation. Donc, on voit bien qu'il y a un effet de vase communicant. Après, il y a un autre sujet, c'est celui de l'assurance. C'est artificiel ou c'est réel, cette baisse? Parce que vous nous dites, globalement, elle est récompensée par une baisse de formation. Il y a une part de réel, mais il y a une part de transfert de situation. On est toujours à 5, 6, 5, 7 millions à catégorie A, B, C, ce qui reste un record quand même. Plus haut qu'à l'arrivée d'Emmanuel Macron, si j'ai bien lu les chiffres. Pour le moment, oui. À peu près de 50 000 demandeurs d'emploi. Oui. Bon, il y a eu la crise sanitaire, mais pour le moment, oui. Donc, la situation n'est pas mirobolante de ce point de vue-là. Et ce qui m'inquiète, moi, c'est le discours tenu aujourd'hui sur la réforme de l'assurance chômage pour la justifier, qui tente aujourd'hui à nous... D'abord, l'objectif de la réforme, c'est de contraindre par la baisse des allocations, les demandeurs d'emploi à prendre ces petits jobs là, reconnaissez que la logique, payés, etc. Bon. Quand on a 1 million presque d'emplois non pourvus et qu'en face vous avez 5 millions... Non, c'est pas 1 million. C'est pas 1 million. C'est quoi le chiffre? C'est quoi votre chiffre? Parce que les derniers chiffres que nous donnait le gouvernement, c'était 300 000. Et quand on y regarde de près, il faut faire le tri dans ce qu'on appelle 300 000 emplois non pourvus. Parce que vous avez... C'est plus faible. Oui. On est loin de mon million. Oui. Il y a ceux pour lesquels il y a des candidatures, mais qui ne sont pas encore pourvus. Il y a ceux qui ne sont pas pourvus faute de qualification, et il y a ceux qui ne sont pas pourvus parce que ce sont des petits jobs qui ne sont pas du tout attractifs. Quand vous croisez un chef d'entreprise sur ce plateau ou ailleurs d'ailleurs, il vous dit, moi j'ai un mal fou à trouver des salariés. Ce que je veux vous dire, c'est que ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que la logique de la réforme de l'assurance chômage, elle consiste à considérer comme du plein emploi justement les petits jobs. Parce que si l'idée, c'est de dire on ne compte plus dans les demandeurs d'emploi ceux qui sont en catégorie B et C, qui sont eux avec une activité en CDD, contrat précaire, temps partiel, mais qui, eux, ne se considèrent pas en plein emploi, puisqu'ils cherchent un emploi, qu'ils sont inscrits à Pôle emploi et qu'ils font une recherche active, qui plus est, pour trouver un emploi complet, à temps plein. Donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est que maintenant, on soit un peu dans la logique de la réforme Hartz,
en Allemagne ou des on-call au Royaume-Uni, qui est qu'on ne vous considère plus comme chômeur ou demandeur d'emploi à partir du moment où vous devez être à la disposition de tel ou tel employeur à tout moment, indépendamment du fait que vous avez ou non un boulot, et encore, si vous avez un boulot, de combien d'heures, à quel salaire. Donc vous contestez ce chiffre, j'ai dit 1 million, il a parfois été avancé, 800 000, vous dites un peu moins de 300 000 finalement. 300 000, c'est ce qu'a dit le président de la République il n'y a pas si longtemps. Mais vous dites finalement c'est peut-être plus faible que ce qui est indiqué. Si on regarde bien les raisons... Quand vous croisez, je vous le redis, des chefs d'entreprise, de petites, grandes entreprises, des ETI, qui vous disent, moi je ne trouve pas de soudeur, je ne trouve pas l'électromécanicien, je ne trouve pas les personnes formées, j'ai un mal fou pour recruter. Enfin, c'est une réalité, ça. Oui. Ça, c'est même une évidence. Là, il y a une réalité qui touche maintenant au système de l'éducation nationale, d'abord. Donc, je pense qu'il faut qu'on conforte les moyens qu'on alloue à la formation professionnelle délivrée en formation initiale par l'éducation nationale. C'est-à-dire quoi? Lycée, l'enseignement professionnel pro, et puis... Mais on développe les CFA, hein, beaucoup, vous avez remarqué. Oui, mais attention à ne pas... Ce que nous craignons, les CFA ont été beaucoup développés parce que beaucoup d'aides publiques de l'État. Ce qui fait que, moi, ce que je mets en garde sur le fait qu'on transforme la formation initiale en apprentissage, en alternance, en emploi aidé en réalité, en substitut à un véritable emploi en CDI que l'employeur pourrait faire, mais effet d'aubaine, puisque je peux bénéficier d'une subvention au titre de la formation initiale en alternance ou en apprentissage, je vais prendre cela plutôt que d'embaucher en CDI. Vous dites qu'il y a quand même eu des effets d'aubaine avec cette crise Covid, que les chefs d'entreprise en ont profité pour certains. Je vais pas les accuser, c'est pas ça le problème. À partir du moment où vous-même, en tant que consommateur, si on vous donne à choisir entre un produit à 10 € et un produit à 5 €, l'effet d'aubaine sera qu'à qualité égale, vous allez prendre 5 €. Voilà. Donc, bien sûr, les employeurs vont utiliser les dispositifs qui sont mis à leur disposition, par évidence. Yves Verrier, avant de nous quitter, il y a un petit article des Échos qui vous a un peu agacé, qui vous a un peu chiffonné, parce que cet article, il est double. Il dit que vous avez refusé de signer l'accord 4 sur la formation, puis en même temps, il explique que vous êtes probablement candidat à votre propre succession. Et ce qui m'amène à vous poser une question sur la place du syndicalisme. Non, mais il y a un rapport direct, c'est la place du syndicalisme, des syndicats dans le mouvement social. Vous êtes sur les barricades en Guadeloupe, il y a des émeutes en Guadeloupe en ce moment, le gouvernement s'est réuni pour faire le point, envoyer le RAID, le GIGN. Quelle est la place des syndicats sur ce type de mouvement? On a le sentiment que les syndicats ont du mal finalement à raccrocher le mouvement social, à être dedans pour le moins. On l'a vu avec les Gilets jaunes, on l'a vu avec d'autres mouvements. Est-ce que vous êtes finalement doucement en train de sortir du jeu de ce mouvement social? Non, moi justement, ce contre quoi je mets en garde, c'est justement ce que j'appelle ou ce qu'on appelle le syndicalisme bashing ou l'affaiblissement du dialogue social. Il y a beaucoup de dispositions qu'on a contestées, notamment depuis la loi travail, les ordonnances de 2017, qui ont restreint les moyens de représentation efficace des salariés. On a beaucoup parlé, par exemple, des comités d'hygiène, santé, sécurité au travail, les CHSCT, qui ont été supprimés, et on s'est réintégrés au sein de... Voilà, non, ils ont été quand même fondus. Voilà, fondus et restreints. Et on s'est aperçu qu'on en avait bien besoin pendant la crise sanitaire, à tel point qu'avec les employeurs, dans l'accord santé au travail, on a signé un accord qui dit qu'il faudrait mettre en place ces commissions dès 50 salariés, là où les ordonnances ont limité à plus de 300 salariés. 300, donc il faut arrêter d'affaiblir le dialogue social, le syndicalisme bashing, les articles sur les questions de posture politique interne AFO. Je les lis depuis 30 ans, à peu près les mêmes. Les mises à jour sont la date éventuelle ou le nom de X, Y ou Z, parce que, évidemment, entre-temps, les personnes changent, on est mobile. Les coulisses du mouvement social ou des syndicats. Il faudrait les mettre à jour, quoi. Voilà, c'est la seule chose. Bon, ça, c'est la réponse nécessaire de à dire. la journaliste qui a écrit l'article. Mais le mouvement social, la Guadeloupe. Voilà, sur la Guadeloupe. Justement, oui. Je pense. Alors, tout le monde a en tête maintenant qu'il y a un problème plus large que la question de la vaccination, qui est un peu la goutte d'eau ou l'étincelle. Il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes sociaux, il y a beaucoup de problèmes d'insertion dans l'emploi. Et des jeunes, puisque vous le soulevez. Voilà, des jeunes. Et le boulot du syndicat, par exemple, en Martinique, hier, démarrait un appel à la grève où FO était en tête. Pas présent en Guadeloupe, mais FO est présent à la Martinique. Et ce que nous avons fait en sorte que s'ouvre
un dialogue social. Et d'ailleurs, en ce moment même, je crois que les organisations syndicales, en tout cas, je viens d'avoir mon délégué syndical de l'Union départementale en Martinique il y a de cela un quart d'heure, est avec les autres représentants syndicaux à la table de la discussion avec le préfet et les autorités locales. Donc voilà, ce qu'il faut. Ce qui n'a d'ailleurs pas eu lieu en Guadeloupe, vous remarquerez. Ouvrir le dialogue. Oui, mais voilà, il faut du dialogue social. Je sais que il y a un appel, un préavis qui a été déposé en Polynésie. Le fond est à peu près analogue. Et donc, il faut répondre sur ces questions d'insertion, les jeunes, la perspective pour les jeunes. Il faut répondre en termes de pouvoir d'achat, de fin de mois, parce que les situations qu'on connaît en métropole, elles sont plus difficiles dans ces territoires. Donc voilà, il faut y apporter un regard spécifique avec beaucoup d'attention. Et il y a un soubassement qui est plus large, culturel aussi, dont il faut tenir compte. Voilà, il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Il faut dialoguer et répondre aux attentes que portent les syndicats. Merci Verrier d'être venu sur le plateau, balayer finalement le spectre autour de toutes ces questions liées au travail, parce que les sujets s'emboîtent les uns aux autres, de la pénurie d'emploi au chômage. Juste avant de nous quitter, le plein emploi, vous y croyez, vous? 5% de chômeurs en France? Encore une fois, à condition qu'on ne qualifie pas de plein emploi la généralisation des petits boulots à temps partiel. Donc de vrais emplois. Et voilà, mais pour le moment, on n'y est pas. On n'y est pas encore. Merci, secrétaire général de FO. Votre congrès, c'est 2022 2022. Mai 2022. Dernier jour de mai et premier jour de juin 2022. C'est ça, mai 2022, probable candidat à votre succession, Yves Verrier. Vous n'avez rien dit sur le sujet. Merci en tout cas de nous avoir rendu visite. Peut-être viendrez-vous nous parler avant ce congrès de mai 2022. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. L'émission laïque, ça vous dit quelque chose? C'est un peu finalement l'image de la France, son prestige éducatif dans le monde entier, et on en parle tout de suite de ces missions laïques. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, et on va parler de la mission laïque française. Alors, la marque comme ça, vous qui nous regardez, peut-être ça ne vous dit rien, sauf peut-être pour les expatriés, ceux qui sont partis à l'étranger et qui ont, pour des raisons professionnelles, eu besoin de scolariser leurs enfants, de trouver une école de qualité. Et c'était probablement, ou peut-être, la mission laïque. On parlera des postes ouverts. Et elle a presque 120 ans, cette mission laïque, parce que c'est en 1902 qu'elle a été créée. Michel Bure, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général par intérim, me disiez-vous, de cette mission laïque française. Et votre titre, c'est directeur général adjoint, mais directeur général par intérim. Dites-nous en quelques mots, parce que c'est un hydre, la mission laïque, créée en 1902 et reconnue d'utilité publique en 1907. Et elle a quand on regarde la carte du monde, il y a des petits points où la mission laïque est en fait un peu partout sur le globe, c'est ça? Un peu partout, oui. Presque. On est essentiellement en fait la matrice de cette association, c'est le bassin méditerranéen à l'origine. Le Liban, l'Égypte, la Grèce, le Maroc aujourd'hui, l'Espagne. Et c'est là que vous allez nous retrouver. On était en Syrie, en Libye, dans un certain nombre d'établissements qui malheureusement aujourd'hui sont fermés. Protectorat français, faut le rappeler, à l'origine. À l'origine aussi, c'est de l'accompagnement aussi, en effet, mais d'un point de vue laïque, de l'enseignement français hors de France, dans un certain nombre, en effet, d'anciennes colonies ou protectorats. Depuis, les choses ont évolué. Depuis, nous sommes plutôt dans un dialogue interculturel, respectueux des pays qui nous accueillent, respectueux de la langue et de la culture du pays d'accueil. C'est fondamental pour que le français soit désormais vécu de la manière la plus pacifique possible. 109 établissements d'enseignement français à l'étranger, donc ça concerne des écoles, des collèges, des lycées. Oui. Et vous nous disiez, c'est très intéressant, ce qui concerne l'emploi et l'entreprise, que pour les grandes entreprises qui s'expatrient, de BTP, pour ne citer qu'un secteur, dans le package, il y avait la scolarisation des enfants, et c'est vous qui aviez en charge depuis presque 50 ans la mission laïque de scolariser les enfants. Ça, c'est une de vos missions. C'est une de nos missions. On est opérateur pour ces grandes entreprises, en effet, qui sont très attachées à pouvoir trouver chez nous des écoles sur mesure. Des chantiers qui peuvent s'ouvrir du jour au lendemain, qui peuvent fermer aussi du jour au lendemain, des bases vie créées dans des endroits improbables. Il faut pouvoir proposer en effet une scolarité toujours de qualité, de grande qualité à l'ensemble de ces enfants de personnel pour être certain qu'ils puissent s'expatrier dans de bonnes conditions.
Pour le dire en mots simples, c'est-à-dire qu'il faut quand même pouvoir détacher un instituteur, si c'est un élève en école primaire, dans des endroits les plus reculés, que l'instituteur se déplace, s'installe, fasse classe, c'est ça, hein, c'est ça l'enjeu. C'est tout à fait ça. Nous avons, nous, la responsabilité du recrutement des personnels qui vont encadrer ces jeunes élèves de la maternelle jusqu'au lycée, puisque tous les niveaux de scolarité sont couverts et on s'engage. Et encore une fois, on a cette confiance et cette reconnaissance de ces entreprises du CAC 40 qui apprécient ce service parce que les enfants sont en réussite. Les enfants ne sont non seulement pas déconnectés de la réalité du système éducatif français, mais en plus progressent, apprennent des langues, découvrent un contexte culturel différent. Parlons des ouvertures de ces postes et aussi de ceux qui sont déjà au sein du réseau Mission Laïque. Vous nous dites que la qualité de l'enseignement est bonne, quand ça fait écho évidemment aux critiques qu'on peut faire au modèle éducatif ici en France. Mais c'est quoi la différence? Parce que c'est quand même des Français qui viennent enseigner à ces jeunes Français expatriés. Pourquoi ça marche chez vous, ailleurs, loin, et pourquoi ça ne fonctionne pas chez nous en France? Alors, pas uniquement. Nous avons, on va dire déjà, une mixité des publics et des personnels enseignants. C'est vrai que, on va dire, la niche des écoles d'entreprise concerne essentiellement des enfants des personnels, donc plutôt en effet une catégorie française. Mais pour tous nos établissements, partout où nous sommes, c'est plutôt en général un public national d'abord que l'on accueille. Et on va frapper à la porte de la Mission Laïque. C'est prestigieux de rentrer à la Mission Laïque, j'imagine. Disons qu'il y a une notoriété qui en effet mérite d'être conservée, améliorée et de faire en sorte que l'intérêt d'une association, c'est d'améliorer le programme français tel qu'il existe aujourd'hui, d'y apporter, disons, des compléments, notamment en matière d'apprentissage des langues, pour faire en sorte qu'en effet, il y ait une plus-value que l'on ne retrouvera peut-être pas, ou en tout cas pas de la même façon dans l'Hexagone. On a une latitude que permet, on va dire, l'initiative associative. C'est une de nos forces, et c'est ce qui est apprécié aussi des fameuses entreprises que j'évoquais tout à l'heure. Une agilité, une souplesse. Une agilité, une souplesse, une réactivité, du sur-mesure. C'est pas un mammouth, quoi, pour faire un écho à une phrase bien connue d'un ministre. On peut apprécier en effet, disons, l'agilité d'une association. bien sûr. C'est souvent aussi comme ça que la société civile se positionne en partenariat avec l'État, parce que nous sommes conventionnés avec les deux ministères, les Affaires étrangères et l'Éducation nationale, mais en effet avec une réactivité sans doute plus simple et plus efficace. C'est une très belle mission que vous avez en tant que directeur général, parce que vous contribuez aussi, et on va parler des postes que l'appel à candidature, puisque c'est une émission qui parle d'emploi, vous contribuez au rayonnement de la France. On en parle beaucoup. Oui, on participe en effet pleinement à ce que l'on appelle la sphère d'influence hors de France. Le soft power. Le soft power. Le président de la République, il y a maintenant 3 ans, a invité les opérateurs, et d'abord l'opérateur public, l'AEFE, à doubler les effectifs des élèves scolarisés dans les établissements français hors de France. Donc nous prenons toute notre part à ce développement. Mais encore une fois, avec le souci d'être... encore une fois, les plus respectueux des pays qui nous accueillent. Il ne s'agit pas d'imposer notre culture, ou bien sûr. Notre système éducatif. Il faut qu'on soit, j'allais dire, courtisé, désiré, et qu'on soit certain, en effet, de proposer quelque chose qui respecte, encore une fois, langue et culture des pays d'accueil. Bien sûr. Vous êtes courtisé, ça veut dire que la liste d'attente est longue, donc, pour rentrer dans les écoles de la Mission Laïque, j'imagine. Enfin... C'est compliqué. La pression à l'entrée d'un établissement scolaire est toujours bon signe. C'est-à-dire qu'en effet, le marqueur social que peut être un lycée français à l'étranger est bien au rendez-vous. Il peut aussi y avoir des difficultés conjoncturelles en fonction du climat social, sécuritaire d'un certain pays. Donc c'est aussi variable. Alors, Michel Bure, le rayonnement français, le prestige de vos établissements, c'est vrai que c'est l'élégance, c'est le savoir, presque le savoir-faire français. 200 à 300 postes ouverts. Ça veut dire que là, vous avez besoin de quoi? D'enseignants, d'encadrants? Pourquoi soudain cet appel à candidature? C'est pas soudain en fait. C'est régulier? C'est régulier. Tous les ans, on tourne entre 200 et 300 offres d'emploi. En fait, ça fait partie du turnover classique. Si vous le rapportez au nombre d'établissements, une centaine d'établissements, au fond, c'est deux personnels recrutés par établissement. Du coup, vous allez me dire, finalement, c'est pas grand-chose. C'est plus rikiki. Dit comme ça, c'est plus rikiki. Voilà, vous voyez, tout est relatif. Mais non, ça fait partie on va dire, d'une campagne de recrutement annuelle. Et effectivement, je ne peux qu'inviter les candidats à tenter leur chance d'une année sur l'autre lorsqu'ils ne réussissent pas du premier coup. Qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui nous regardent? Parce que c'est aussi difficile de rentrer dans les écoles que d'être prof dans les missions laïques, j'imagine. La liste d'attente est longue, non? Disons là aussi, c'est long.
Oui, il peut y avoir en effet là aussi de la concurrence sur certains postes. C'est vrai que parfois travailler à Florence est plus attractif que travailler dans d'autres contrées où les questions de sécurité sont parfois questionnées. Donc il y a aussi une variété comme pour toute offre d'emploi. D'où le turnover, je m'autorise. D'où le fait qu'à un moment donné, au bout de 3 ou 4 ans, je ne sais pas quelle est la durée d'expatriation pour vos enseignants, mais j'imagine que dans certaines zones, on a envie de rentrer chez soi. Il y a un peu de ça, il y a de la mobilité, mais j'insiste aussi, on ne s'adresse pas qu'au public français, c'est le public francophone de manière générale, large, ouais. Titulaire de l'éducation nationale ou pas. Des personnels qui ont des expériences dans le monde du privé peuvent nous intéresser aussi parce qu'on adosse à ces recrutements un processus de formation, de développement professionnel, de faire en sorte que chacun monte en compétences, de faire en sorte qu'on s'inscrive en fait dans un parcours professionnel, mais un parcours de développement professionnel, ce qui est très important. Le portrait robotype, parce que vous nous dites qu'il y a besoin d'enseignants, ça on l'a compris, ce qui fait 1 ou 2 personnes par établissement, d'encadrant, de quoi, de directeur, de responsable d'école. C'est quoi le portrait robot de l'expatrié qui va travailler dans les missions laïques? Quel est le profil que vous recherchez? Il faut être un peu aventurier quand même. Il faut être ouvert, il faut être... à minima ouvert. Ouvert, accepter de travailler avec l'autre. Et l'autre qui ne parle pas forcément votre langue. Le principe même de nos établissements, c'est l'interculturalité, c'est le dialogue des cultures, c'est le plurilinguisme. Vous savez, le système éducatif français est foncièrement monolingue, paradoxalement. Alors, nous sommes promoteurs d'un enseignement en plusieurs langues. Et on n'apprend pas simplement les langues, on apprend en langue. Donc, celui ou celle qui veut s'expatrier, il doit comprendre qu'il travaillera en coopération avec d'autres personnels, d'autres collègues qui peuvent être, eux, issus du pays d'accueil, d'autres pays, d'autres langues, d'autres cultures. Donc c'est en fait un projet de coopération qu'il faut avoir et non pas un projet de sachant délivrant son savoir. Arrivant avec ses valises remplies de livres et talent sa science. C'est des postes, parce qu'encore une fois, lié à ce turnover, à cette envie aussi de revenir parfois dans sa ville natale, de revenir en France, sur ses terres, dans ses racines. Nourri par cette expérience. Nourri, c'est CDD, c'est CDI, comment ça se passe? Oui, pour les titulaires de l'éducation nationale, ce sont des contrats de 3 ans en général, renouvelables une fois, donc jusqu'à 6 ans. Et pour tous les autres, en fait, c'est à chaque fois le droit du travail dans le pays dans lequel nous sommes qui s'impose. Donc il peut y avoir une grande variété dans les offres de contrats proposés. Donc c'est compliqué, le droit au chômage, c'est pas le modèle social français. Enfin, vous l'expliquez quand même assez clairement aux candidats qui se présentent quand même. Bien sûr. On est présent au salon Educatech, Educatis les 3 jours de cette fin de semaine, avec un certain nombre de rendez-vous, de job dating. On a eu un Facebook Live il n'y a pas très longtemps qu'on peut toujours revisionner aussi. Ouais. On essaie de répondre aux questions. De la pédagogie. Ouais. On fait de la pédagogie. Il faut partir pour les bonnes raisons. Il faut partir en étant en effet motivé, mais en sachant ce qui nous attend et quelle est la mission en effet attendue. Donc la notion d'engagement est très importante. L'engagement est fort parce qu'on l'a bien compris, vous ne bénéficiez pas pour certains contrats hors enseignants du modèle social, de la carte de sécu qui va bien, on est d'accord? C'est tout à fait, c'est ça. Mais parfois, ça peut être plus favorable que ce que l'on connaît en France. Canada, il y a des congés de paternité plus importants pour les messieurs. C'est vrai. Quand vous allez en Espagne aujourd'hui que quand vous êtes en France. C'est vrai, il ne faut pas partir si loin. Il y a aussi l'Espagne. L'Espagne qui est un très beau pays. Merci Michel Bur d'être venu nous éclairer sur l'action de cette mission laïque. Vous en êtes le directeur général par intérim. La mission laïque française, elle fêtera ses 120 ans l'an prochain. Exactement. Donc c'est un moment important dans l'histoire de cette association. Vous l'avez bien dit, c'est une association Loi 1901. C'était un vrai plaisir de terminer cette émission avec vous. Et si vous souhaitez vivre l'aventure relative, allez donc sur le site de la mission laïque française. On se retrouve demain évidemment pour de nouvelles aventures. Et puis je remercie évidemment toute l'équipe. Benjamin à la réalisation, Saïd au son, Margot Ruot et Fanny Griesmer qui m'accompagnent dans cette émission chaque jour. Je serai là demain. Portez-vous bien d'ici là. Bye bye.